Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans le studio de PL Club, votre émission centrée sur le foot anglais. Et comme tous les jeudis, nous allons préfacer les affiches du week-end. Ce sera déjà la 6e journée de Première Ligue le week-end prochain. Et comme tous les jeudis, nous sommes ici à Troyes, en studio, avec tout d'abord Philippe Daman. Bonjour Philippe. Bonjour, toujours très heureux d'être ici. Et quasiment tout le temps là. Voilà. Je pense que vous les avez toutes faites ou pas? Presque. Non, pas encore. Je n'étais pas là la semaine passée. Ah, voilà. Julien, c'est votre retour, votre grand retour. C'est génial, je suis super content d'avoir été sélectionné, donc je vais passer un très bon moment. On est content de vous retrouver en tout cas, et puis Christian est avec nous aussi bien entendu, et heureusement qu'il est là parce que c'est lui qui nous apporte l'essentiel des données importantes, et grâce à lui on pourra se faire une idée de ce qui pourrait se passer peut-être sur les terrains anglais le week-end prochain. Salut Christian, tout va bien? Tout va très bien, merci, très content d'être avec vous ce soir. On vous retrouve dans un instant. On va d'abord rappeler un petit peu la situation au niveau du foot européen et anglais, bien entendu. Il y a eu le mercato est terminé. Maintenant, il y a les Coupes d'Europe qui commencent. Elles ont commencé cette semaine. Ça va changer un petit peu la donne. Je dirais, on va entrer dans le vif du sujet parce qu'inévitablement, ça va avoir un impact sur les championnats nationaux, sur des équipes. Il y a des équipes qui jouent l'Europe et d'autres qui ne la jouent pas. Oui, il y a évidemment le facteur fatigue, blessure qui va rentrer en ligne de compte. Il y a aussi les matchs internationaux. Il y a quand même dans les grosses équipes qui jouent l'Europe, beaucoup de joueurs qui partent en voyage pour jouer avec leur équipe nationale. Tout ça a un impact dès le début de la saison, on l'a vu. Et ça ne va faire que s'accentuer au fil des matchs qui se multiplier. On joue tous les 3 jours maintenant. Cela dit, Julien, les grandes équipes ont de grands noyaux. Grand noyau, et puis les joueurs préfèrent, ils préfèrent jouer qu'aller s'entraîner des séances longues et difficiles, donc je pense que les joueurs doivent être satisfaits. Alors il y a eu de belles rencontres ce week-end, il y a eu de beaux buts aussi, et notamment de très beaux buts belges. Voici ce que nous appelons traditionnellement notre best goals. Ødegaard, Saka for Trossard! Beautiful football! Doku. And a bright first half at times, and here he goes! Oh, it's a moment of quality for this new talent in the Premier League! Dini. And it goes, oh, what a hit! John Duran! João Pedro! What an impact he's made! Moving past Worrell, it's done really well. Foster was there. Oh, and then turned in by Andouni. Love the effort. What a goal! Oh, that's a beauty! On l'a vu, magnifique but de Doku, magnifique but de Trossard, ça nous a fait plaisir. Et puis, Philippe, beaucoup de buts tardifs. Alors, moi, je dirais, ça me semble un peu normal dans le sens où en Angleterre, on tire un peu sur le temps additionnel. Mais vous avez quand même une précision à apporter. Oui, il n'y a pas qu'en Angleterre, en fait, puisque c'est une recommandation qui est venue en avant-saison de l'IBFA, je pense, c'est l'acronyme, qui est chargé des règles du football et qui a demandé à ce qu'on tienne compte notamment des joies dans les buts, etc. Alors, l'UEFA a dit on ne veut pas de ça parce que les matchs sont déjà assez longs, mais visiblement, ce qui se passe en pratique, c'est que les matchs sont plus longs, puisqu'on arrive dans les 5 grands championnats, France, Italie, Allemagne, Angleterre et Espagne, à une moyenne de 97,5 minutes de jeu par match, ce qui, à mon avis, doit être 3 minutes à peu près de plus que par rapport à la saison dernière. Par exemple, la 5e journée en Angleterre, en moyenne, sur les 10 matchs, ça fait 100 minutes de jeu par match. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire plus de buts, ça veut dire peut-être aussi plus de blessures. Bien sûr, ou d'exclusion, ou de fatigue, de problèmes de crampes, par exemple, parce que les organismes sont drillés à jouer un certain temps. C'est ça, en termes de préparation aussi, il faut que le corps s'habitue, je suppose. Effectivement. Bon, allez, avant de passer aux affiches du week-end, on va revenir sur les faits marquants du week-end dernier. Alors, regardez, les faits marquants de cette journée de compétition. À Liverpool, 5 assists pour Salah, qui commence très bien sa saison. Liverpool, Villa, Tottenham, City ont été menés, mais ont tous gagné. Ça, c'est intéressant. 15 points sur 15 pour City. On ne sait pas trop quand la série va s'arrêter. Everton, Bournemouth, Sheffield, Luton et Burnley n'ont pas encore gagné. Christian, je vais revenir vers vous sur cette information-là. Ces grandes équipes, ces cadors qui ont été menées, mais qui ont gagné. Ça veut peut-être aussi dire qu'il n'y a pas de match plié d'avance ou quasiment pas.
Cette saison, il n'y a aucun match facile en Première Ligue, que ce soit contre un adversaire moyen, un adversaire qui joue la relégation ou un match du top. Il n'y a que des matchs compliqués pour ces grandes équipes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tous, à leur niveau, s'imposer dans le camp d'adversaire. Ils veulent absolument prendre l'avance le plus vite possible, mais ils sont tous exposés à des contres. Et pour le moment, pour ces petites équipes, ça fonctionne puisque toutes ces grandes équipes sont menées 0-1 et ce n'est pas la première fois. On le verra notamment avec Liverpool un peu plus tard dans l'émission. Mais heureusement, dans la plupart des cas, ils parviennent à renverser la situation et quand même remporter les 3 points. Mais pour le spectateur neutre, c'est malgré tout intéressant. On en vient maintenant aux affiches du week-end prochain. Il y a un match évidemment qui éclipse tous les autres, ou quasiment, c'est le derby du nord de Londres. Derby day. I love London. Bukayo Saka! That is the way to start the season. New season, new faces, same old rivalry. I love London. Witness the passion of The North London derby. live from the Premier League. Derby Day, j'adore la manière dont ils prononcent ça en Angleterre, ça donne déjà envie. Arsenal-Tottenham, dimanche à 15h. C'est un derby qui, peut-être ces dernières années, avait perdu un petit peu de sa valeur, vu la situation des clubs. Bon, Arsenal, c'était très bon la saison dernière, précédemment, c'était compliqué. Tottenham, la saison passée, c'était compliqué. Là, les deux équipes font vraiment un bon début de saison. Avec 13 points sur 15, Julien, c'est le 4e qui accueille le 2e, on va dire vivement dimanche, vivement Sunday. Ça va être un spectacle incroyable, comme à chaque fois. Après, Tottenham, j'attends de voir ce qu'ils ont dans le ventre quand même. Et pour les Gunners, je pense qu'ils sont dans la continuité de la saison dernière. À Tottenham, ça reste quand même encore un petit point d'interrogation à mes yeux. Ce sera chaud en tout cas du côté de l'Emirates, Philippe. Cela dit, indépendamment de la position de chaque équipe dans le championnat, c'est jamais un match comme les autres. Non, parce que la détestation qu'il y a entre les deux est quand même unique. C'est le derby londonien. Je ne sais pas si tu as déjà vu les écharpes qu'on échange dans ces derbys-là. C'est assez violent même parfois. Mais les joueurs en parlent tous en disant oubliez les positions, oubliez les points, oubliez tout. Ça, c'est un match à part, complètement. On est d'accord. Arsenal reste sur 2 victoires, 3-1 contre Manchester United et 0-1 à Everton. Il y a une victoire aussi hier en Ligue des Champions, quand même 4-0 contre le PSG avec un but et un assist de Trossard. Et un petit miracle, Philippe, parce que pour une fois, ils n'encaissent pas à domicile et ils n'encaissent pas les premiers dans la rencontre devant leur public. Donc c'est déjà un petit miracle en soi. On va revenir là-dessus. Christian, malgré ces chiffres qui sont quand même intéressants, vous pointez certaines circonstances de jeu auxquelles il faut faire attention du côté des Gunners, et notamment au niveau défensif, au niveau des transitions rapides. Et oui, ça illustre exactement les propos qu'on tenait il y a 5 minutes. C'est que, en fait, cette équipe a excellé offensivement dans le jeu dominant placé. Donc, s'est positionné pratiquement toute la saison dans les 20 derniers mètres adverses. Et on s'expose évidemment à des transitions rapides. Ça leur a coûté le titre en partie la saison passée parce qu'ils ont encaissé énormément de buts sur transition rapide et dans le passage par l'axe. Et ici, on le voit, même sur une phase arrêtée offensive, il y a une reconversion de l'adversaire. Et ici, c'était contre Nottingham Forest avec Awoniyi. Et ils vont jusqu'au bout. Et là, il n'y a personne qui parvient à les empêcher de les bloquer. Donc là, c'est quelque chose qui est récurrent cette saison. Et c'est très étonnant parce qu'ils ont encaissé 3 buts de plein jeu cette saison. Et tous les 3 sont sur des reconversions rapides adverses. On le voit encore ici. Il y a une mauvaise construction, une mauvaise sortie de balle. Et directement, dès qu'il y a une erreur, ça se paye cash. Et voilà, il a encore une transition rapide suite à une construction très haute. Voilà, c'est quelque chose qu'ils doivent gommer. Je crois que c'est un choix que l'entraîneur fait puisqu'il décide d'être performant offensivement dans un domaine bien spécifique. Et là, donc, il s'expose dans ce domaine-là. Mais il faut essayer de le réduire parce que ça coûte beaucoup de points. Est-ce qu'on joue parfois un peu trop haut? C'est vrai que c'est la philosophie. Est-ce qu'on manque parfois un peu de vitesse ou tout simplement, est-ce qu'on n'est parfois pas prêt à défendre? C'est le modèle Guardiola. Quand on se souvient de l'époque Barcelone, quand Guardiola jouait à ce moment-là, Barcelone prenait souvent le premier but dans le match. Après, ils en marquaient 5, c'était pas un problème. Ici, on n'est pas tout à fait dans cette logique-là. C'est l'école Guardiola certainement. Donc, on joue dans le camp adverse, on joue en dominant placé.
on prend des buts en contre, ils en prennent aussi sous phase arrêtée de temps en temps, et il faut être attentif à ce genre de choses-là aussi du côté d'Arsenal. Mais surtout, ils ne gagnent pas avec des marges suffisamment grandes. Ça, c'était la grosse différence. Alors c'est vrai qu'hier, 4-0 contre PSV, mais quand même beaucoup d'occasions concédées, et une défense du PSV qui a laissé beaucoup de largesse. Donc un match à Tottenham, il va falloir faire très très attention à ça, parce que Tottenham, je pense que c'est de leur force d'exploiter les ballons perdus. On a aussi 2 gardiens pour qui ce serait une première de jouer un derby pareil. Il ne faut pas oublier qu'on a changé de gardien à Arsenal. Est-ce que c'est vraiment la bonne idée ou pas? Je ne doute pas des qualités. On verra qui sera dans le but. Mais on va voir ce que... hier, on a vu. On avait annoncé qu'ils allaient alterner Ramsdale et Raya, mais ils n'alternent pas visiblement, puisqu'il l'a encore titularisé hier dans le match de Ligue des Champions. Donc il y a ce sera lui qui sera titulaire. C'est manifestement tactique. Si on reprend les chiffres de la saison dernière, à domicile, ils encaissent ils ne connaissent que 4 matchs sans encaisser, alors qu'ils en connaissent 10 sans encaisser en déplacement. Donc manifestement, comme dit Christian, c'est une mise en place et une stratégie de jeu imposée par le coach, quoi. Ça, c'est l'aspect défensif. Au niveau offensif, Christian, vous êtes interpellé par un autre élément. C'est qu'Arsenal, apparemment, est moins efficace dans le jeu dominant qu'avant. Oui, ils sont moins efficaces. Peut-être c'est aussi dû au fait qu'ils étaient les meilleurs la saison passée et que maintenant l'adversaire se méfie de ce genre de domaine. Là, ils n'ont marqué que 3 buts et c'est tous les 3 venant du côté gauche. Avec souvent Martinelli qui est, je vais dire, comme un meneur de jeu, on le voit ici, qui est situé sur les flancs. Il déclenche quelque chose. Là où c'est étonnant, c'est que du côté de Saka, il n'y a pas beaucoup d'efficacité. On l'a vu hier, ça a marché mieux avec ce dominant placé. Et puis aussi, surtout, moi je pense qu'il ne veut pas pour le moment titulariser en championnat Trossard. Mais Trossard a prouvé hier que dans le jeu dominant placé, il peut apporter énormément de solutions. Et je pense que s'il parvient à être titulaire et reprendre sa place dans ce 11 de départ, il va apporter énormément dans ce jeu dominant placé. Et donc retrouver cette force. Mais voilà, il faut que ça soit compensé par un équilibre défensif. Et il faut marquer sur le jeu dominant placé, mais il ne faut pas encaisser sur transition rapide. Essayer de retrouver l'arsenal de la saison passée. À propos de Trossard, il a saisi sa chance ce week-end, hier. Bien sûr, mais c'est un élément, je dirais, de chance, parce que Martinelli se blesse très tôt dans le dernier match. Mais il saisit sa chance. Lui saisit sa chance. Est-ce qu'Arteta va lui donner dimanche? Ça, rien n'est moins sûr. Il avait déjà fait le coup la saison dernière. Si Martinelli est annoncé comme titulaire déjà pour dimanche, en tout cas qu'il est récupéré de sa petite blessure, Jesus est de retour, Saka est titulaire indiscutable. Qui va être titulaire? Je ne pense pas que Trossard le sera si Martinelli a récupéré de sa blessure. S'il ne le sera pas, s'il ne l'est pas, il va un peu tirer la tête. En tant que coach, si vous avez du bon sens, le mec est en feu, vous le mettez titulaire, c'est du bon sens. Mais voilà, on voit que c'est peut-être pas toujours la forme du jour qui prime pour Arteta. On va revenir avec vous, Christian, sur le but de Trossard la semaine dernière, qui est un magnifique but, à la fois au niveau de la finition, mais aussi au niveau de la conception. Oui, on a souvent parlé du fait qu'il y avait certaines équipes qui avaient probablement des cellules de travail pour les phases arrêtées, mais qui n'étaient pas du tout performantes. Là, ici, on voit qu'il y a une vraie volonté de combinaison travaillée. Et regardez, j'ai souvent parlé de ce phénomène T+1, T+2, T+3, T+4, même T+5 ici, avant que le ballon arrive à Trossard. Le but de tout ça, en fait, c'est de détourner l'attention. C'est comme le magicien, il pointe avec la main gauche et il sort un lapin avec la main droite. Et ici, c'est la même chose. Ils ont essayé de détourner l'attention, la concentration. Et finalement, il s'est retrouvé à 9 mètres, 10 mètres du but pour faire un plat du pied ouvert alors qu'il n'y a personne autour de lui suite à ces 5 passes. Je trouve que c'est magnifique et il faut le souligner parce que souvent, on souligne qu'il y a des équipes qui ne travaillent pas dans ce domaine. Mais là, c'était vraiment magnifique à voir. Et quand un entraîneur voit ça, Philippe, il se dit le travail paye quand même. Mais l'autre entraîneur, en l'occurrence Schöndage, dans ce match-là, était fou furieux à la fin du match parce que
pour ce but-là, le coup de coin, ils ont mis, je crois, 29 secondes à le tirer. Oui. Et donc, il estime que lui, ça a complètement déconcentré son équipe. Et en plus, en fin de match, alors on parlait du temps additionnel, il n'y a eu que 5 minutes de temps additionnel dans ce match-là. Donc, il y a quand même un petit souci. Alors, moi, je pense que c'est tactique aussi. Ils l'ont fait plusieurs fois dans leur rencontre, de prendre autant de temps. Notamment... C'est à l'arbitre, alors, à un moment donné. Mais l'arbitre l'a fait, mais est-ce qu'on sanctionne ou est-ce qu'on interdit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des aspects tactiques de déstabilisation de l'adversaire sur phase arrêtée qui fonctionnent visiblement. Christian vient d'en parler, ça fonctionne dans le jeu. Mais franchement, je trouve que comme argument de défense, c'est quand même assez faible. Justement, ça laisse plus de temps à son équipe à bien se positionner, à bien comprendre les dangers. Là, Sean Dyche... qui gagne des points déjà, Sean Dyche, dans chaque pourra se plaindre. On prend 30 secondes pour tirer le coup de coin. Là, c'est pas 100 minutes, c'est 110 minutes. Hein, tout bénéf pour l'équipe qui défend. Et si c'est 0-0, comme ça l'était, encore mieux. Effectivement, peut-être. Ah oui. Normalement, on doit jouer un coup franc dans un ça, c'est la règle. Hein, ça, c'est la règle, effectivement. Donc, Arsenal, on va dire efficace, vraiment, jusqu'à présent. Et puis Tottenham, alors, qui s'est imposé de justesse face à Sheffield. Qui aurait imaginé Tottenham faire un aussi bon début de saison? C'est le meilleur début de saison depuis 1965. C'est quand même l'une des belles surprises, ça. Oui, on avait dit que la clé, c'était de trouver une manière de remplacer Harry Kane. On avait d'ailleurs dans cette émission parlé du fait qu'il fallait le remplacer collectivement et pas individuellement, parce qu'il n'y a pas un attaquant. Visiblement, ça marche, puisque tout le monde marque dans cette équipe, et qu'elle parvient aussi même à redresser une situation. Là aussi, il y a polémique sur le temps additionnel qu'on a donné à Tottenham pour renverser la situation. Il y a eu une blessure, le gardien a été touché. Oui, mais on peut toujours discuter. On peut toujours discuter, mais ce qui est quand même assez flagrant, c'est que c'est toujours quand les grosses équipes sont menées qu'il y a plus de temps de jeu. Donc, on ne favorise pas... Ça sera votre prochaine analyse, voir qui profite vraiment. Absolument. Par contre, dans ce match face à Sheffield, attention, c'est un match, le coach qui disait on a offert une rencontre inoubliable, certes, mais c'est Sheffield. Logiquement, Tottenham ne peut pas être mené à la 74e face à Sheffield, et encore moins devoir prendre 20 minutes de plus pour gagner. Cela dit, les résultats sont là, et la victoire est là. Christian, au départ de la saison, on s'était dit Tottenham, attention, ça risque d'être la cata. Harry Kane est parti, un nouvel entraîneur, on ne sait pas trop ce qu'il va pouvoir apporter. Boum, ils ont la 3e attaque. Étonnant. Pas tout à fait, Philippe, puisqu'on avait dit qu'on avait essayé d'expliquer aussi le modèle de jeu de l'entraîneur, et j'avais expliqué justement avec le travail qu'il avait fait au Yokohama F. Marinos, où il avait été champion, et puis le travail qu'il avait avec le Celtic. C'est quelqu'un qui a beaucoup de variété dans ses dispositions offensives, et il le prouve, puisque maintenant, Tottenham est quand même la 3e meilleure attaque. Il ne faut pas oublier non plus que dans ce match-là, ici, contre Sheffield, même quand ils ont mené 2-1, quand ils sont passés devant au score, même dans les arrêts de jeu, alors qu'ils pouvaient gérer la situation, ils ont encore continué à presser vraiment haut. Ils ont voulu même marquer un 3e pour pouvoir démontrer que cette équipe, en fait, physiquement, elle est prête, qu'elle est capable de se battre jusqu'au bout, chose qu'on n'a pas souvent vue avec Tottenham dans les dernières années. Mais on voit qu'il y a de la diversité, il marque sur du jeu dominant placé, il marque sur des reconversions rapides, il marque beaucoup des buts de la tête, et on va le voir plus tard dans l'infographie, ils sont présents partout dans le rectangle et hors du rectangle. Cette équipe remplit les conditions actuelles pour être une équipe du top. Elle a la mentalité, c'est vrai, vous le disiez Christian, ce n'était pas toujours le cas les saisons précédentes. On se souvient des propos de Conte aussi, qui avait terriblement critiqué son équipe au niveau de la mentalité la saison dernière. Et puis, moi, je voudrais quand même pointer un joueur, c'est Richarlison. Depuis qu'il est là, il marque pas. Il a marqué un but la saison dernière. Là, il a marqué un but, il a donné un assist. Il y a peu de temps, il a marqué dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu, il a marqué aussi en Coupe de la Ligue. Allez, on va peut-être avoir le vrai Richarlison. C'est un international brésilien. Joueur de talent, il n'y a aucun doute. Je me permets de faire une petite réflexion. Le coach a reçu le trophée de coach du mois. Et alors, pour revenir sur la réflexion par rapport à l'après-Kane, et c'est pour ça que je pense que Richarlison sera l'homme providentiel, mais l'après-Kane, par rapport à Gareth Bale, il s'était trompé dans la gestion de Tottenham, où ils avaient acheté, je crois, plus entre 10 et 12 joueurs à des prix faramineux, et ils ont remarqué après 10-15 ans, après une dizaine d'années, qu'ils n'avaient rien obtenu avec... Donc je pense que ça a peut-être servi leur réflexion en se disant, bon, on a l'argent de Kane, ne faisons peut-être pas la même erreur qu'avec Gareth Bale et acheter beaucoup, et effectivement...
utilisons peut-être notre noyau. Si vous regardez la balance de Tottenham, ils sont à moins 50 millions cette saison. Donc la rentrée de Kane a déjà été largement dépensée. Peut-être, mais en tout cas, dans la philosophie de gestion du club, ils ont, je pense, par rapport au cas Gareth Bale, je pense qu'ils ont un petit peu évolué sur cette question-là. Le tout, quand on dépense, c'est de bien dépenser. Voilà. Apparemment, pour l'instant, ça tourne avec un Madison, notamment, qui apporte magnifique, beaucoup. mais ça, on savait, hein, que James Madison, ça allait être un vrai plus. Intéressant aussi, Christian, c'est de voir d'où viennent les buts de Tottenham. Oui, les buts marqués, on va le voir directement sur l'infographie. Quand on est les meilleurs dans certains domaines spécifiques, c'est-à-dire on marque beaucoup dans le petit rectangle, on marque beaucoup hors du rectangle. C'est les meilleurs dans ces deux domaines-là. Et regardez la situation des buts. Alors, plus c'est foncé, plus l'endroit est utilisé pour marquer. C'est que central en fait, donc il n'y a jamais un tir croisé, il n'y a jamais un tir enroulé qui vient de out vers in. Aujourd'hui, ce n'est que cette bande centrale, donc celle qui est la plus utilisée pour pouvoir la mettre au fond. Et donc on est à la fois fort dans le petit rectangle, ça veut dire qu'on peut jouer très haut et on peut aller jusqu'à la baseline, recevoir un ballon en zone optimale. Et si on joue contre une équipe qui est avec un bloc équipe très bas, l'équipe adverse avec un bloc équipe très bas, ben on est capable aussi, voilà, d'avoir ce tir enroulé comme l'a fait Madison là, et de pouvoir débloquer le compteur. Donc on a beaucoup de possibilités, beaucoup d'options, et donc ça c'est une bonne nouvelle pour la suite parce que ils vont pouvoir s'adapter à différentes situations. Julien. Petite nuance, on voit dans les images la victoire impressionnante du côté de Burnley. Pas oublier qu'ils étaient menés après 4 minutes de jeu là-bas. Donc là aussi, ça met en perspective le titre de coach du mois de Ange, parce que voilà, son équipe quand même prend un but en déplacement après 4 minutes de jeu. Attention, s'ils font ça à l'Emirates ce week-end, je pense que ça risque d'être difficile. Donc attention au premier quart d'heure. Mais voilà, les résultats sont là, donc les résultats sont là, bien sûr, et c'est bien, c'est chouette d'avoir un après Kane réussi. Ils sont déjà éliminés de la Coupe de la Ligue, hein, oui, quand même, et il n'y a pas de Coupe européenne cette année. C'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Donc il y a intérêt qu'ils soient bons et qu'ils soient décisifs en Ligue, en championnat. Et puis il y a un certain Tottenham-Liverpool qui suit. Et vous l'avez dit, Tottenham ne joue pas la Coupe d'Europe. Non, ce sont deux matchs charnières pour les Spurs. Je pense que s'ils pouvaient sortir de ces deux matchs-là avec 2 victoires, ben là, ils seraient boostés, évidemment, pour aller défier carrément la lutte pour le titre. On verra, effectivement. Ça, c'est pour le derby londonien. Et puis, l'autre affiche dont on va parler dans cette émission, on parlait de Liverpool, eh bien, c'est Liverpool-West Ham. Ce sera dimanche à 15h avec vous, Julien. Absolument. Donc, quelle chance. Écoutez bien. Je me nourris toujours de Christian. Je regarde toujours l'émission Pied le Club avant de commenter une rencontre parce que ça alimente la réflexion. Ok, belle affiche aussi. 2 équipes qui jouent l'Europa League ce jeudi. Liverpool va à Lask et West Ham accueille Bashka Topola, ce sont des Serbes, voilà pour la précision. Liverpool, victoire 1-3 à Wolverhampton, 13 points sur 15. Tout n'a pas été simple, mais ils sont là quand même. Hein. Ils sont là, les Reds. On a presque envie de les appeler les miraculés hebdomadaires parce qu'ils ont des mauvais débuts de match, ils prennent le premier but et finalement ils gagnent quand même, mais parfois miraculeusement. On se souvient qu'à Newcastle. Alors ça montre du caractère, mais ça montre en même temps un défaut qu'ils avaient déjà la saison dernière, encaissé trop au début des matchs. Et ça, il faut quand même. Alors, c'est en passe peut-être d'être réglé, mais je n'en suis pas absolument certain. Et s'il n'y a pas eu le miracle Newcastle, est-ce qu'on parle de Liverpool de la même manière? Je ne pense pas. Peut-être pas. Non. Donc, il faut voir sur la durée comment ça va. Le foot, c'est ça. C'est ça, c'est le petit détail. Et Christian parlait que toutes les équipes du top ont été menées ce week-end et ont réussi à réagir. Liverpool a été mené en jouant mal. Ouais. Alors Pep Guardiola mettait ça sur le fait qu'il y avait beaucoup d'internationaux, qui avaient beaucoup voyagé, etc. Ils n'ont pas bien joué. Heureusement qu'ils réagissent, mais à la mi-temps, c'est 1-0 et heureusement qu'ils réagissent. Ouais, contre Wolverhampton, ça a été quand même compliqué. Donc
Contre Bournemouth, ça a été compliqué à domicile, où il donne 3 ballons, il y a un but qui est annulé pour hors-jeu, il y a un but qui est marqué, puis finalement, il a failli y avoir l'exclusion aussi du gardien à ce moment-là, et ils s'en sortent en gagnant, mais ça n'est pas totalement convaincant, et la presse anglaise n'est pas du tout convaincue par les prestations de Liverpool pour l'instant. Chris, par rapport à tout ce que l'on vient de dire, et on l'a dit tous ensemble, tout n'a pas été simple, bien entendu, pour Liverpool. Les Reds se sont effectivement vraiment mis souvent en difficulté. Oui, et pas uniquement cette saison. La saison passée, on va le voir directement avec l'infographie pour illustrer les propos de Philippe. Voilà, la saison passée, sur 38 matchs, ils ont encaissé 16 fois le premier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce chiffre, 16 fois. Pour 3 victoires, 8 défaites et 5 partages. Ils ont pris 30% des points quand ils ont encaissé le premier. Cette saison, ils sont de nouveau repartis de la même manière. C'est quand même 3 matchs sur 5 où ils encaissent le premier. Heureusement, ils ont 3 victoires, donc ils ont 100% des points malgré tout. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment corriger pour pouvoir prétendre à une place importante en fin de saison. C'est la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine à partir du moment où vous inversez la tendance. Ça veut dire qu'il y a de la grinta aussi dans une équipe quand même qui a été modifiée cette saison. Oui, mais ça ne peut pas fonctionner tout le temps. Je veux dire, si on continue à encaisser le premier, à un moment donné, ça va de nouveau coincer. Et là, on va de nouveau parler des problèmes inhérents à la construction de l'équipe, le renouveau de l'entrejeu. Enfin, on en parle déjà dans la presse anglaise. Je ne dis pas que la presse anglaise détient la vérité, mais en tout cas, ils ne rassurent pas pour l'instant. Mais ils s'en sortent. Ils étonnent, mais ils ne rassurent pas, Julien, c'est ça. Oui, après là, on sera à Anfield. À mon avis, ce week-end, je les vois mal concéder le premier but, mais avec Liverpool, comme on le voit, plus rien n'est impossible. Christian, c'est une équipe aussi qui, cette saison, peut compter sur quelqu'un qui était en instance de départ. C'était un feuilleton cet été. Salah, il va partir, il ne va pas partir. Finalement, il est là, et toujours bien là. Toujours bien là, et alors surtout pour aider ses coéquipiers, il marque un peu moins, mais il est toujours là pour donner certains assists maintenant, puisque il a quand même, intentionnellement, il a quand même donné 5 ballons décisifs cette saison, et ce flanc droit, c'est toujours quelque chose qui fonctionne depuis 3 saisons, avec Trent Alexander-Arnold aussi, qui est parfois un peu douteux dans ses interventions défensives, mais offensivement, ces deux-là sur ce flanc sont vraiment très forts. Et là, on le voit, c'est un peu comme on l'a démontré avec Martinelli. Il est un peu ce meneur de jeu sur le flanc. On essaye de le trouver en première intention. Il déclenche des choses, il déclenche des assists, et donc il est très efficace. Et c'est très chouette de le voir performer encore saison après saison. Petite réflexion, on va voir l'infographie dans un petit instant, l'infographie sur Salah. Sur ce troisième but, on ne lui accorde pas l'assist. Parce que on considère que c'est un autobut. Donc en fait, puisque ça vient de tomber, ce n'est pas 4 assists, mais 5 assists, mais 4, Christian. Bon, on va dire que c'est 5 assists intentionnels. Ouais, voilà. Oui, voilà. Et que dans le jeu, dans l'aspect du jeu, moi je le garde comme assist parce que c'est lui qui est à la base de ce but. Après, voilà, c'est des décisions réglementaires, donc voilà, mais ça change rien dans ses performances. Non, tout à fait. Dans l'esprit du jeu, vous avez raison, effectivement. West Ham à présent. Surtout, pardon, mais mettre un autobut là-dessus, c'est quand même ridicule. Hein. Oui, on est sur d'accord. Un ballon dévié par le mollet d'un défenseur, parce que c'est le défenseur. Ça, c'est une unité de statisticiens qui décide. Personne ne peut rien dire. La presse anglaise, encore une fois, n'est pas d'accord non plus, mais c'est comme ça. À un moment donné, on édite une règle et on s'y plie. On s'y plie inévitablement. West Ham à présent, Christian, 10 points sur 15. Une défaite contre City, mais qui n'a pas été jusqu'à présent battue par City. C'est pas mal pour une équipe qui a quand même alterné le chaud et le froid, même le très froid la saison dernière en Première Ligue et le très chaud en Conference League avec une victoire finale. Oui, et on l'a vu aussi dans les domaines de jeu. Aussi, ils alternent, il y a 2 saisons, une saison exceptionnelle avec les centres, le jeu dominant placé, les phases arrêtées. Puis cette saison, on va le voir non seulement dans cette infographie-ci, mais dans la suivante, ils alternent avec la transition rapide. Ça devient le plan A. On l'a vu, ils ont été dominés. Je crois qu'à un certain moment, au moment où ils marquent, je crois qu'il y avait 74% de possession de balle pour City. Et voilà, ils ont cette transition. Vous le voyez sur cette infographie. Il faut une passe, voire 2 passes dans les situations de jeu pour pouvoir aller marquer. Donc,
aujourd'hui, voilà, on en a déjà discuté plusieurs fois dans cette émission. Je ne sais pas si c'est vraiment intentionnel, mais en tout cas, c'est 50% des buts pour le moment sur transition rapide. Moyes, ça n'a jamais été son domaine particulier dans lequel il était très très fort. Ben, cette saison, il l'est. Donc c'est probablement la spécificité des joueurs et peut-être les joueurs entre eux et les connexions qui font que ça marche aussi bien comme ça. Mais c'est la meilleure équipe. C'est l'équipe en tout cas la plus performante sur transition rapide avec 50% de ses buts cette saison. C'est aussi dû, je pense, aux adversaires. Hein. Ils ont joué Brighton, Manchester City. Ce sont des équipes qui veulent le ballon en permanence. Donc ils n'ont pas vraiment d'autres solutions. Et Christian a raison. Dans le match, c'est leur premier tir au but quand ils marquent. Mais on le sent venir parce que City est tellement haut qu'à un moment on se dit il y a un ballon dans le dos et 2 passes qui réussissent et ça va aller jusqu'au bout. C'est ce qui se passe, mais on gagne pas le match pour autant. À Brighton, c'est l'inverse, où là ils sont dominés pendant toute la rencontre, mais ils en marquent 3. Je pense 3 fois sur reconversion rapide, si je me souviens bien, ou 2 fois. Voilà, ce sont des circonstances de match, c'est aussi des circonstances d'adversaires qui jouent un certain jeu. Contre une équipe comme Liverpool, il risque de se passer la même chose. Ils vont être dans leur élément. Ils vont être dominés aussi et donc ils vont avoir des opportunités de partir en contre. Contre City, effectivement, c'est sur transition rapide que West Ham a marqué, avec ce fameux but de Ward-Prowse qui découle d'une petite erreur de Jérémy Doku, effectivement. Oui, mais voilà, ça c'est quelque chose qui, évidemment, qui arrive de temps en temps, puisqu'on est toujours dans cette répétition perpétuelle de ce jeu dominant placé, de construction. Donc, voilà, à ce niveau-là, ça devrait peut-être pas arriver. C'est un peu bizarre quand même, ce contrôle orienté qui est un peu... Voilà, je crois que ça touche son tibia ou son genou. Voilà, directement, il y a une reconversion rapide et le centre qui vient derrière. Et alors, qui est là? C'est Ward-Prowse qui vient de nouveau de deuxième ligne, qui avait déjà marqué son premier but dans le petit rectangle. Il marque de nouveau maintenant à l'entrée de ce petit rectangle. Voilà, il a 2 buts, 3 assists. On en a parlé la semaine passée. Moi, j'avais dit, si j'avais eu la possibilité de décider pour recruter un joueur, je l'aurais pris, pas à la dernière semaine du mercato, mais déjà au mois de février 2019, parce que c'est un joueur qui moi, si on m'avait donné le prix, on m'avait dit 15, 20, 25, 30, 35, 40, je prends directement, parce que c'est des joueurs qui sont au moins 30 ou 35% décisifs pour une équipe. Donc voilà, regardez l'infographie. Que dire mieux en 5 matchs pour un joueur qui vient d'arriver, qui ne connaît pas l'équipe et qui a joué son premier match, je crois, cette saison en Championship. Voilà, les phases arrêtées, les transitions et les buts marqués. Voilà, c'est un des meilleurs des joueurs pour le moment dans cette première ligue. Et apparemment, il joue bien au golf aussi. Dans la manière dont il célèbre. En tout cas, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Effectivement. Non, pour être plus sérieux, il n'a même pas encore marqué, je pense, sur coup franc direct. Ce qui est sa force. C'est sa grande force, quand même. C'est peut-être le meilleur d'Angleterre là-dessus. Mais pour l'instant, justement, son équipe n'obtient pas beaucoup de coups francs utilisables parce qu'ils ont tellement peu le ballon. Oui. Voilà, c'est la nature même du jeu qui est développé par West Ham. C'est le paradoxe, ils sont plutôt bien, mais ils ont très très peu de possession de balle. Dans ce match, Christian, entre Liverpool et West Ham, on sera, c'est ce que vous m'avez dit en tout cas en préparant l'émission, on sera quand même très attentif au dernier quart d'heure. Expliquez-nous pourquoi. Oui, ça c'est un peu la nouvelle rubrique. On est un peu à l'épreuve d'effet de vision du jeu. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver un point d'inflexion et de mettre en parallèle une grosse qualité d'une équipe par rapport à la grosse faiblesse de son adversaire. Et on va le voir sur l'infographie. Dans le dernier quart d'heure, Liverpool est l'équipe qui a marqué le plus de buts et West Ham est l'équipe qui a encaissé le plus de buts. Donc, vous le voyez dans ce rectangle légèrement incliné en diagonale. On va essayer de faire attention. Si le match n'est pas encore décidé avant ce quart d'heure-là, il risque de se passer des choses, en tout cas, dans les 15, voire les 20, voire les 25 dernières minutes. Ça, d'autant plus que le dernier quart d'heure, maintenant, il dure 25 minutes. Ça rallonge. Ouais. Effectivement. Donc, Julien, vous avez compris. Attentif jusqu'au bout, parce qu'il va se passer des choses. Ne partez pas avant la fin. Voilà, j'allais dire, c'était pas le but. Ok, on arrive tout doucement au bout de cette émission. On va revoir ensemble le programme de cette journée de compétition, la 6e en Première Ligue. Goals of the Day, vous êtes titulaire incontournable dans cette émission, Philippe. Il paraît, ce sera Man City face à Nottingham. On a des Belges des deux côtés, normalement, puisque Doku, il n'était pas titulaire en Ligue des Champions, il est monté au jeu. Mais il y a quand même beaucoup de blessés dans l'entrejeu, donc il y a de fortes chances qu'il soit à nouveau titulaire. Brentford face à Everton, Burnley, Vincent
sont en compagnie face à Manchester United, un ancien Citizens qui accueille... Pour une 4e défaite de suite. On verra. Une première victoire de Burnley, c'est un match hyper intéressant. C'est vrai. Arsenal-Tottenham, on en a longuement parlé, tout comme Liverpool-West Ham. Et puis Sheffield face à Newcastle. Dimanche, on rappelle avec vous, Christian, que nous avons de l'interactivité désormais avec vous lors des rencontres du week-end. Une rencontre en particulier, réexpliquez-nous le mode de fonctionnement de cela et sur quel match ça va se passer. Le derby londonien, je pense, hein? C'est exact. Ça sera Arsenal-Tottenham où on retrouvera nos abonnés. Et donc, je serai présent avec eux sur le fil d'information Discord. On est déjà pratiquement 200 et ça commence à bien interagir, bien communiquer. Philippe Damand nous a bien aidé la semaine passée sur Goal of the Day malgré les 5 matchs pour en faire la promotion. Et je pense qu'on a de plus en plus de gens intéressés. Ça marche très, très bien. Et j'ai hâte de les retrouver ce week-end pour Arsenal-Tottenham. On va bien s'amuser. Alors n'hésitez pas donc à utiliser cette application. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à nous rejoindre, comme on dit d'habitude, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Facebook ou Instagram. Et il nous reste désormais, vous avez un grand sourire, Julien. Ah ouais, j'adore. On se met au 21e siècle, c'est bien. Il était temps. Ça veut dire qu'on était en retard. Un peu. Ah. Mais Discord, pour moi, c'est trop en avance déjà. Je vais aller voir ce que c'est. Voilà. C'est intéressant. Merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir. Salut, Julien. À bientôt. Merci beaucoup, Christian. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine. La semaine prochaine, l'émission, ce sera avec Serge Radermacher. Passez une bonne fin de semaine, un très bon week-end foot sur nos antennes. Vive le foot. À bientôt.